Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être inscrits à ce webinaire. On va commencer, d'ici 1 minute à peu près, le temps que tout le monde arrive. Il y a toujours, des légers retardataires. Hem, Très rapidement, donc le webinaire va être enregistré et on vous enverra la vidéo en replay, à la suite. Comment fonctionne ce webinaire? Il dure entre 30 et 45 minutes. Vous pouvez poser des questions, en particulier dans la partie, chat. Donc n'hésitez pas à, écrire, poser vos questions, réagir. Vous aurez également dans la partie sondage, des éléments de sondage de temps en temps, on vous le dira. Là aussi, vous pouvez interagir et on utilisera de temps en temps le résultat du sondage. Point important, je vous le redirai à la fin, si jamais vous avez des sujets de webinar, qui vous intéressent ou des sujets, de manière plus globale, où vous trouvez qu'il y a très peu de contenus qui ont été, produits dessus, n'hésitez pas. L'objectif qu'on essaye d'apporter, c'est, d'apporter le maximum de contenu utilisable et intéressant, pour les acteurs de l'immobilier au sens large. Je vous propose qu'on débute. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet de comment améliorer la gestion de la copropriété et je ne vais pas faire qu'un monologue, aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir, Rémi, qui est le cofondateur de Copromatic, comme intervenant. Très rapidement pour me présenter, moi je suis Flavien Douetto, je suis un des 2 cofondateurs, d'Hublot. Hublot, très rapidement, logiciel en SaaS, donc en ligne, pour les professionnels immobiliers, avec une approche, simple, c'est d'essayer au travers, d'interfaces, fluides et belles, d'automatiser, la gestion immobilière, de la gestion locative et également des liens avec, de la copropriété et avec, au travers de cette interface fluide, de l'automatisation et surtout la prise en compte de toutes les parties prenantes, dans l'immobilier. C'est-à-dire pas seulement le gestionnaire, mais également, que ce soit le résident ou même des prestataires. Je laisse la parole à Rémi s'il veut se présenter. Et bonjour à tous. De notre côté, donc, nous, on édite, Copromatic. On est une société indépendante. Ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. Donc Copromatic, c'est une solution SaaS, qui, est destinée aux syndics de copropriété. Syndics qui peuvent avoir une petite activité de gestion locative, mais on est quand même un petit peu moins sérieux sur ce métier-là que sur le métier de syndic. On aime bien aujourd'hui travailler avec des syndics qui aiment ce qu'ils font. Donc on s'implique beaucoup avec nos clients, dès lors que, grosso modo, vous avez un cabinet installé et que vous avez envie de faire des choses, bien. Et donc notre job aujourd'hui, c'est d'avoir un outil le plus complet possible pour vous accompagner sur, tous les sujets, auxquels vous êtes confrontés en tant que syndic, sujets qui évoluent et donc du coup notre objectif aussi, c'est de faire évoluer l'outil et donc de vous accompagner aussi bien avec le logiciel qu'avec, nos équipes, métiers, comptables et cetera pour, au quotidien être là et se débrouiller pour que vos copros soient bien gérés. Parfait. Merci beaucoup, Rémi. Pour commencer, donc aujourd'hui, on va essayer de traiter la thématique de la gestion d'une copropriété et au début, j'aime bien partager, certains chiffres. Peut-être sur les éléments, mais je pense que nos auditeurs, connaissent assez bien le marché, mais le marché du syndic, c'est quoi? Il y a un peu plus de 500 000 copropriétés, en France, avec un recours en très grande majorité, ou en tout cas en majorité, à du professionnel, même si, des copropriétés sont en bénévole ou sans syndic. À noter qu'évidemment, depuis maintenant quelques années, le marché est un peu bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs ou de nouvelles pratiques. On va essayer aussi de traiter, ces thématiques-là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'immobilier et donc dans l'activité de syndic, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant, de plus en plus, on essaye de comprendre, où en est la satisfaction client et donc on se positionne sur quels sont les éléments aujourd'hui éventuellement de points de souffrance, mais d'axes d'amélioration. Ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un niveau de sondage qui est «moyen» entre guillemets. Qu'on prenne des sondages, un peu, orientés, biaisés comme, ceux de Haussmann ou d'autres biais, de ceux de la FNAIM, ce qu'on constate de manière globale, c'est que la moitié des gens sont OK. Et ce qui est intéressant dans la manière dont on explore un tout petit peu ce point de souffrance, c'est que quand on demande vraiment dans le détail quelle est la problématique aujourd'hui, dans les syndics, ça va être assez souvent plutôt la transparence et la qualité de l'information. C'est qu'aujourd'hui, de manière globale, les syndics sont reconnus avec une grande capacité d'ancrage local. Il y a une énorme valorisation de son interlocuteur. Par contre, le sentiment,
c'est que les moyens d'interaction et les moyens d'échange sont à améliorer. À noter que c'est pas, que les syndics, qui ont cette thématique-là. Quand on prend un peu plus de large et qu'on regarde l'ensemble du secteur de l'immobilier, c'est une problématique qu'on a de manière régulière également avec les agences immobiliers et c'est à noter que, quand les gens se plaignent d'une insatisfaction, à l'inverse, ils reconnaissent de manière unanime le fait qu'il y a une connaissance assez forte et une capacité à respecter la contrainte réglementaire. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une situation où les gens reconnaissent de manière large le fait que les syndics sont professionnels, qu'ils comprennent ce qu'ils font. Par contre, très clairement, il y a un enjeu aujourd'hui sur la capacité à transmettre l'information à toutes les parties prenantes et de manière, on va dire, adaptée. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que donc en fonction des zones, il y a des thématiques un peu différentes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on dirait qu'environ un tiers des gens, se disent en volonté de changer de syndic. Mais dans certaines zones, plus particulièrement, on monte quasiment à 1 sur 2, notamment à Paris, où, la tension est un peu plus forte. Quelle est en fait aujourd'hui la problématique? Pourquoi en fait on a, aujourd'hui ce webinaire et pourquoi c'est un enjeu de manière assez massif? C'est que le métier de syndic a énormément évolué. Il a évolué pourquoi? Il évolue car les résidents, donc entre guillemets «les clients», sont en attente d'éléments complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont valoriser un contact, un ancrage local, une capacité, mais aussi vont valoriser un accès à l'information, une transparence de l'information et une certaine autonomie à pouvoir accéder à l'information. C'est vraiment pas le cas pour tout le monde, mais une partie, et de plus en plus importante, veulent cette autonomie. Deuxième chose, le métier de syndic, de gestionnaire immobilier est en train d'évoluer. Donc évidemment, il y a le métier, pur et dur, mais il y a souvent de la gestion locative qui peut se rajouter. Il peut y avoir de l'aspect courtage et en fait, la difficulté, qu'on a en tant qu'acteur de l'immobilier, c'est qu'il faut arriver à être en capacité de gérer cette multiplicité et sans avoir une boule de cristal, il apparaît de manière quasiment certaine qu'en fait, si aujourd'hui et encore plus demain, je veux réellement développer mon activité, il faut que je sois en capacité de développer les services que je souhaite apporter à mes occupants et ça, en fait, il faut avoir cette capacité de le gérer aussi au travers d'un outil. Et le dernier point, c'est que les outils, de manière générique qui accompagnent et qui accompagnaient le secteur étaient beaucoup trop anciens. C'était des outils qui étaient fondamentalement conçus pour répondre uniquement à certains besoins du gestionnaire, mais pas du tout pris en compte dans une logique de parcours utilisateur. Les autres résidents et même la logique complète de traitement de l'information était parcellaire, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les expériences sont un peu insatisfaisantes. Et je prends souvent l'exemple, par exemple, de dire, j'ai une problématique aujourd'hui de remontée d'incidents. Si en fait mon réflexe est de dire: «Il me faut un outil de ticketing», c'est qu'en fait je n'ai toujours pas assimilé qu'aujourd'hui quand on a une problématique, il faut la traiter au travers du parcours et de réfléchir quels sont les processus et les humains qui vont travailler. Qui doit remonter quoi? Est-ce que j'ai externalisé ou internalisé ces éléments-là? Et ça, c'est très important avant de parler même d'un outil. Je reviens un tout petit peu sur les copropriétaires parce que je pense qu'on est tous en fait, enfin, espérons qu'on est une grande partie propriétaires, donc on sait, éventuellement si on est dans un immeuble, cette notion de copropriété et en fait, qu'est-ce qui est frustrant? Et je peux parler un peu à titre personnel. C'est frustrant quand je ne peux pas accéder correctement à mes informations. Typiquement, j'ai un vote en AG, mais j'ai pas tous les documents associés qui me permettent de prendre la bonne décision. Je n'ai pas d'informations. Une intervention doit intervenir de dératisation, il y a une fuite d'eau à un endroit, il y a des éléments, de contrôle du patrimoine, je ne suis pas prévenu et la manière d'interagir. Si mon interaction peut être faite uniquement que par téléphone, par exemple moi à titre personnel, j'aime pas ça. Et c'est là où en fait on s'aperçoit qu'il y a une énorme capacité d'évolution dans les interactions entre les syndics et les copropriétaires, c'est notamment sur les nouveaux enjeux. Les enjeux notamment sur la, transition écologique. Je pense qu'on l'a vécu avec l'augmentation des prix de l'énergie, mais ça va être que le début. On s'aperçoit que donc le syndic, par exemple, a un rôle énorme à jouer en termes de conseil, d'accompagnement sur ces thématiques-là. Car c'est un enjeu financier, mais ça peut être aussi un enjeu qui dépasse uniquement le fait de diminuer ses charges, un enjeu de positionnement sur cette capacité à accompagner, les résidents sur les enjeux à venir.
Un peu longue introduction, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans ce webinaire? Dans ce webinaire, on va essayer de reprendre, justement un parcours et le parcours d'un, nouveau propriétaire qui va rejoindre une copropriété. Peut-être pour poser un tout petit peu les éléments, c'est quoi le parcours un peu classique, dans une copropriété de manière très simplifiée? En fait, la personne, elle arrive, en fait, il faut qu'elle ait un état, de ses charges à une date donnée. Il faut qu'elle puisse, avoir ses accès. De manière globale, aujourd'hui d'ailleurs, l'accès aux informations d'identifiants sont souvent d'abord envoyés par papier. Il n'y a pas du tout d'approche de collecte de l'email en premier. Et une fois que, j'ai enfin rejoint mon appartement, en fait, tout est un peu compliqué. Je ne sais pas vraiment comment remonter à une problématique. J'arrive dans mon immeuble, il y a des affichettes, il y a des éléments. Est-ce que je dois appeler? Si j'ai un gardien? C'est pas très clair sur le parcours utilisateur à faire. J'ai une énorme difficulté à avoir une lisibilité des comptes. Les fonds travaux, qu'est-ce qui a été voté, pas voté, où on en est? Et très compliqué d'avoir un suivi des décisions prises en AG. OK, on a voté, mais où on en est dans l'avancée de ces éléments-là? Et ensuite arrive l'assemblée générale, ordinaire ou même extraordinaire. Et là, parfois, on a un peu l'impression de remonter, 20 ans en arrière avec la réception de 150 pages papier et avec des choses qui sont assez lourdes et surtout, par exemple, moi, à titre personnel, une très grande frustration si je ne peux pas le faire en visio parce que parfois, c'est sur des horaires qui ne sont pas forcément compatibles avec certaines activités professionnelles. Et comme je le rejoins, le point pour moi le plus important, c'est que cette évolution, elle correspond évidemment à l'espace copropriétaire, je reviendrai un peu en détail, mais les gestionnaires. En fait, aujourd'hui, un gestionnaire de syndic, il peut être un peu frustré. Il peut être un peu frustré car il n'a pas forcément le temps et les outils pour faire correctement son travail. Il est de plus en plus confronté à des nouvelles réglementations sur lesquelles il faut qu'il ait un suivi très attentif. On a, et je pense qu'on aura de plus en plus, une thématique de suivi des impayés, du fait de la situation économique, du fait de la remontée des prix de l'énergie. Il y a déjà aujourd'hui certaines copropriétés avec un niveau d'impayé important et il doit être en capacité de mettre à jour les informations de son patrimoine. Or, aujourd'hui, l'évolution de l'immobilier fait en sorte que le patrimoine devient de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'éléments de capteurs, il y a des nouvelles informations, il y a des nouveaux suivis à faire et ça, c'est des enjeux sur lesquels aujourd'hui, il n'est pas forcément totalement outillé pour. Et le copropriétaire, en fait, pour lui, sa thématique, c'est que ses interactions avec le gestionnaire sont assez faibles et surtout, la manière dont il récupère les informations ne sont pas forcément adaptées. Sans aller trop dans le détail, c'est une thématique souvent, que vous allez peut-être vu, on qualifie ça de persona, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier quelles sont toutes les actions, missions et frustrations que peut avoir une personne liée à son travail. Donc dans l'exemple que j'ai pris, c'est Eric qui est un gestionnaire, de copropriété. Donc en fait, c'est assez simple, son boulot, c'est que les copropriétaires soient contents, qu'il soit la première interaction avec les copropriétaires et que, l'immeuble, enfin l'espace, soit bien entretenu. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que son métier est très large. Il est un peu juriste, il est un peu expert technique, il est un peu expert financier et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir des thématiques de: «Je vais sur la copropriété, j'ai pas forcément mes accès sur mon mobile, je vais pas sortir mon ordinateur portable si je suis dans les couloirs». Il y a parfois des process qui sont un peu lourds. Moi, j'ai eu le malchance peut-être d'avoir pas mal de dégâts des eaux dans une des copropriétés. Honnêtement, on comprend rien de qui doit faire quoi. On n'a même pas les numéros des autres voisins et il peut y avoir une à l'inverse, une volonté d'utiliser plein d'outils différents, mais non synchronisés. C'est très bien d'avoir la signature électronique, mais si c'est un outil à part qui est pas prévu au moment où je fais le document, en fait, à la fin, je gagne pas de temps. Et je réinsiste sur aussi l'enjeu pour le copropriétaire, qui peut aussi traduire une volonté d'un syndic de copropriété de se positionner de manière différente en termes de positionnement de marque. Mais en fait, qu'est-ce que la personne veut? Elle veut un syndic sur lequel on a une confiance, c'est-à-dire que la personne calcule correctement et une transparence, que les documents soient à jour et qu'il y ait de la visibilité. Et je pense que c'est ça qui manque le plus, c'est une visibilité sur les travaux, l'avancement, des éléments et je reviens sur le fait aussi qu'on veut avoir accès à ces informations de manière, autonome et à n'importe quelle heure. Je vais laisser passer la parole à Rémi qui va continuer un tout petit peu ces éléments-là et va donc notamment, parler, de l'arrivée d'un nouveau copropriétaire et comment ça se passe en termes de réception d'informations. Ouais.
Du coup, je te rejoins Flavien, dans le sens où, il y a un enjeu clé, dès qu'on a un nouvel acquéreur, c'est finalement de réussir à récupérer ses coordonnées. Puisque comme tu le disais, il y a une grande partie aujourd'hui, où en fait on se retrouve à faire les premiers envois par courrier parce qu'on a absolument aucune information. Je pense que ça, c'est vraiment la chose, essentielle, qu'un syndic, doit faire. C'est-à-dire, joindre à son état daté, envoyé au notaire, un formulaire, un questionnaire quoi, pour récupérer en fait, toutes les coordonnées du nouvel acquéreur. Parce que comme, tu l'as dit, l'enjeu clé, c'est de réussir en fait à donner accès le plus tôt possible, à l'acquéreur, à son extranet pour qu'il puisse, interagir et cetera. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire facilement, dans un process de vente en transmettant ce genre de choses, avec l'état daté au notaire, qui du coup en fait, s'occupe de le faire compléter par l'acquéreur. Et je pointais aussi du doigt le 2e cas, qu'on peut retrouver, qui est donc pas un nouvel acquéreur, mais en fait quand vous changez de syndic ou en gros quand vous, en tant que syndic, vous gagnez une copropriété, il y a un enjeu aussi, clé, pour vous, syndic à réussir à onboarder la copropriété le plus rapidement possible pour, assurer, le moins de pertes de services pour les copropriétaires. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, même si les confrères peuvent être un peu récalcitrants à transmettre des informations, c'est essentiel pour vous, nouveau syndic, fraîchement élu, de réussir, à remonter cette copropriété sur votre logiciel le plus tôt possible pour donner accès aux informations à vos copropriétaires. Donc aussi bien un nouvel acquéreur que vous, quand vous vous faites élire, il y a cet enjeu, clé, en tant que syndic, à brancher le plus tôt possible et à récupérer toutes les coordonnées. Heu, En soi, c'est d'ailleurs aussi quelque chose que vous pouvez avoir comme réflexe, dans la manière dont vous allez gérer, tous les appels que vous recevez, à toujours essayer de gratter un petit email sur, les personnes qui vous appellent. Grosso modo, aujourd'hui, il y a l'email a une valeur, énorme pour, tout ce que vous pouvez apporter derrière, grâce à vos extranets. Donc c'est assez clé aujourd'hui de chercher à gratter ces emails le plus tôt possible. Donc dans le process d'une vente, ça se fait bien. Dans la récupération d'une copro, ça se fait bien et après au quotidien, dès lors que vous êtes en contact avec un copropriétaire, s'assurer d'avoir les informations, l'information de l'email, quoi. Et pour compléter un tout petit peu ce que disait, Rémi, un des enjeux qu'on a donc en fait l'approche fondamentale, c'est d'essayer de faire en sorte que le parcours, que ce soit pour le gestionnaire et évidemment aussi les nouveaux copropriétaires, soit le plus fluide possible. Et donc, un des enjeux, qu'il y a, c'est qu'une fois que la personne, elle est dans l'espace, elle est, je veux dire, dans la copropriété, c'est comment elle a accès facilement, à ces informations. Donc il y a eu évidemment la loi Elan qui a pas mal, poussé à la digitalisation des éléments. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, c'est pas seulement une contrainte réglementaire, c'est aussi une opportunité. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, l'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles approches est un moyen de différenciation et permet de s'assurer qu'il y a la complétude, des documents en format PDF avec un outil, disponible sur téléphone, tablette, ordinateur, mais aussi s'assurer qu'on va un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui permet vraiment d'avoir un suivi, de sa copropriété avec des notifs, des dates, des éléments. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est, mis un peu de côté. Le design, c'est-à-dire le fait d'avoir quelque chose qui est intuitif, agréable, fait partie de l'utilisation. Donc moi, j'ai pas une énorme expérience, mais j'utilise 2 extranets copropriétaires différents, de mes syndics. Honnêtement, je c'est horrible. Enfin, c'est horrible, et pourtant je suis pas designer, mais du dégradé de grille, des choses qu'on voit pas, des informations incompréhensibles, un classement qui n'a pas de sens, pas de moteur de recherche, pas mal de choses font en sorte que ça peut être perçu comme pas problématique, mais la conclusion, c'est qu'en fait, il est pas utilisé. Et ça, pour moi, c'est un message assez fort. C'est qu'avant d'aller essayer de définir plein de choses à réaliser, essayons de réfléchir sur comment, sur les éléments clés, on va beaucoup plus loin dans un engagement et donc une vraie utilisation. Et ça, pour moi, c'est aussi une approche logicielle différente, j'y reviens. Ne pas se focaliser sur l'outil, mais sur le parcours utilisateur. Vraiment se dire, dans mon cas, dans la manière dont je veux gérer une copropriété, quelle est la logique
que je veux mettre en place, avec des dimensions peut-être stratégiques. Il peut y avoir une volonté réelle de continuer d'envoyer certaines informations papier, notamment peut-être pour des relances. Mais il faut que ce soit une volonté stratégique, pas un peu une lassitude en disant: «Oh bah non, de toute façon, ça sert à rien d'envoyer par email, personne ne lit ses emails». Et je pense que c'est très important aussi de considérer l'email comme un élément important de contact d'information, puisque comme je le disais en introduction, je suis vraiment certain que le métier de syndic de copropriété est essentiel et aura vocation à de plus en plus s'élargir pour être en fait un contact clé dans la vie d'un logement. Et donc ça veut dire que si on veut être là pour, être proposer des assurances, pour proposer des nouveaux services, pour aller beaucoup plus loin, bah, faut avoir, mis en place, des points de contact. Vous voyez que dans d'autres secteurs, le mail est un élément de contact, assez clé. Et pour je laisse la parole à Rémi. Il y a un point, qu'en tout cas moi qui est souvent ma frustration, c'est notamment sur l'assemblée générale et comment celle-ci doit être tenue. Ouais, bah, là après du coup, comme tu disais Flavien, faut avoir aussi en tête que le public, copropriétaire, évolue. Les vieux, mécaniquement, disparaissent au fur et à mesure et on se retrouve du coup avec de plus en plus de copropriétaires qui sont finalement des gens, qui savent utiliser un ordinateur. Le covid nous a poussé un tout petit peu, la main, nous a forcé en tout cas à brancher là-dessus. Et donc du coup maintenant ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on est capable de faire des AG 100 dématérialisés, quoi. Donc comme tu disais avec sur l'extranet, comme tu le mentionnais, tu avais aussi le côté, où tu pouvais donner ton consentement pour recevoir tes courriers en recommandé électronique. Donc ça, en fait, maintenant, on est vraiment capable d'avoir, de bout en bout une AG, complètement dématérialisée avec, plus aucun bout de papier qui traîne. Et quand on sait aujourd'hui, ce que représente une convocation, en tant que syndic, quand on en a déjà envoyé quelques-unes, on se dit bien que c'est plus intelligent de réussir à faire ça de manière électronique. Je passe, même, le côté juste, économique, quoi. C'est le coût que représente, l'envoi papier, des recommandés, enfin des convocations et des PV, c'est juste, astronomique. C'est un coût pour la copropriété, c'est un coût pour le syndic, alors que vraiment le recommandé électronique, ça c'est vraiment insignifiant. Donc du coup, vous avez vos convoques qui partent, en IAVI à vos copropriétaires. Les AG maintenant, aujourd'hui, l'avantage c'est que vous faites de l'hybride, enfin de l'avantage, vous faites de l'hybride. C'est que forcément c'est un sujet un peu plus compliqué pour vous en tant que syndic, puisque du coup vous avez des gens qui veulent participer à distance, vous avez des gens qui malgré tout, vous avez des petits vieux qui sont contents de venir, à l'agence, pour vous dire bonjour. Donc vous vous retrouvez avec, des publics, un petit peu variés. Mais donc du coup là, typiquement nous chez Copromatic, on a une solution, interne où vous êtes capable comme ça de gérer votre AG hybride avec, des participants à distance qui vont pouvoir, voter, vos VPC que vous aurez pu enregistrer en amont et puis les 3 personnes qui seront dans la salle, qui avaient envie de vous voir, sur lesquelles vous pourrez machin. Et donc du coup, ça vous permet de dématérialiser votre feuille de présence, faire participer les copropriétaires un peu plus jeunes et dynamiques, à des assemblées générales. Ça vous permet aussi du coup indirectement de caler vos AG à des horaires, beaucoup plus convenables. Parce que du coup, à partir du moment où vous faites, participer en visio, ben, tous ceux qui sont actifs, jusqu'à maintenant, c'était compliqué et vous étiez obligés de caler en soirée. Mais à partir du moment où vous pouvez les faire participer entre midi et 2 sur leur pause déj ou directement depuis leur bureau, ben, en fait, ça change quand même pas mal de choses en termes de, créneaux pour vos assemblées générales. Donc c'est un outil qui nécessite une adaptation parce que c'est un nouveau sport, mais pour autant, en tant que gestionnaire, normalement, vous retrouvez un petit peu vos petits, quoi. Et puisque du coup, vous allez avoir, ce confort de pouvoir, passer moins de soirées en assemblée générale. Et donc du coup, vous déroulez votre AG, les actifs qui sont, à distance, participent au débat, votent et cetera. Derrière, vous finissez votre assemblée générale, vous faites partir votre PV en signature électronique et derrière diffusion de votre PV en e-avis, le lendemain, quoi. Donc en gros, maintenant, on est capable vraiment de bout en bout, d'avoir une AG, avec absolument, plus aucun, morceau de papier imprimé là. Les quelques vieux qui se déplacent encore, mais voilà, il les faut. Mais à côté de ça, du coup, ça vous permet quand même d'avoir, l'essentiel de vos copropriétaires, actifs qui, seront beaucoup plus impliqués et beaucoup plus, présents à vos assemblées générales. Et donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est effrayant un petit peu parce que du coup, c'est l'AG est un sujet sensible. C'est un truc où vous êtes en représentation et c'est pas évident. Mais en même temps, ouvrir ce genre de porte, c'est, c'est assurément, gagner en fidélité, de la part de certaines copropriétés, quoi.
Parce qu'à partir du moment où, certaines copros prennent le pli, de l'AG en démat et que, vous faites ça tous les ans, repartir chez un syndic qui va les obliger à se pointer, à la salle, heu, voilà, c'est un bon argument en tout cas, de ce qu'on constate nous aujourd'hui. Et pour compléter ce que dit Rémi, moi, je sais que même sur le vote par correspondance, j'en ai déjà fait, en vote papier où en fait je ne comprenais jamais chaque ligne, je pense que je me suis trompé une fois sur 2. Et donc vraiment je trouve que, par exemple en réelle, traçabilité des votes et même simplification, honnêtement le vote par correspondance papier tel qu'il est fait habituellement où en fait on renvoie sur des trucs qui sont en plus des sous-catégories, c'est quasiment impossible d'être certain que le copropriétaire qui a voté par correspondance a vraiment eu la capacité de tout suivre. Donc je pense que c'est vraiment, une approche où il ne faut jamais opposer l'outil numérique à une approche classique. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, entre 5 à 20 il y a des personnes qui souhaitent participer en hybride. On a une question de Marie, qui demande s'il est possible de procéder à une AG hybride, des maths et présentiel. Oui, tout à fait. Bah, du coup, c'est tout l'intérêt, hein. En fait, aujourd'hui, l'essentiel des enfin, il y a eu que pendant le covid où finalement on se retrouvait avec des assemblées générales qui étaient en dématérialisées uniquement, pour des questions, covidiennes. Mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, maintenant, toutes les assemblées générales sont en hybride quasiment, dans le sens où vous allez avoir, systématiquement, quelques participants en visio, plus quelques participants en présentiel, plus quelques participants en VPC. En gros, maintenant c'est un petit mixte. Hem, on attend, je crois que Marie. Peut-être pour continuer sur les éléments, justement pour un peu, continuer la thématique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce passage, aux outils numériques a des enjeux, très importants. La première, c'est qu'il y a une conduite du changement à réaliser. Donc la conduite du changement, elle est en interne et en externe. C'est-à-dire que, bah, il faut que côté gestionnaire et au sein du cabinet, on ait, la capacité de s'adapter et d'adapter les process et comment les gens travaillent sur ces éléments-là. Deuxièmement, c'est aussi la conduite du changement vis-à-vis, de ses copropriétaires et comme je l'ai dit, d'arriver à bien gérer, cet équilibre. Il y a un enjeu aussi, de pouvoir digitaliser les échanges, mais néanmoins en gardant, le côté, multicanal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je mets en place une plateforme qui me permet automatiquement que la personne remonte un incident, qu'il ne faut pas que la personne ait toujours un mail ou un numéro de téléphone. Vraiment l'enjeu et je sais que c'est une difficulté, c'est qu'en réalité, quand on amène un nouveau canal, on va, s'adresser à un nouveau public, mais ça ne veut pas forcément dire que ça remplace, mais par contre, c'est indispensable. Et l'enjeu de passer sur des outils digitaux, c'est de se préparer aussi à l'accompagnement futur qu'aura comme rôle un cabinet et un syndic de copropriété. C'est qu'on voit que, on est aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup de demandes répétitives, beaucoup de sujets de compta, de transparence, de renvoi d'informations, alors que dans le futur, si on se positionne, un syndic va accompagner toute la transition énergétique avec vraiment les bonnes décisions, les bons éléments pour prendre les bonnes approches, avec une approche beaucoup plus importante certainement de renégociation de contrat. C'est-à-dire aussi d'utiliser les outils numériques pour pouvoir avoir des éléments de comparaison, rapides et l'enjeu qu'il va y avoir, c'est aussi toutes les évolutions du patrimoine. On le voit déjà dans des parties, modernes. Je connais quelques immeubles à Paris, neufs, sur lequel, par exemple, il y a, des espaces communs, où, par exemple, il y a la mise en place d'un studio à destination d'invités pour les copropriétaires. Bah, dans la plupart des copropriétés, la réservation se fait par email au président du conseil syndical. Et là, on voit qu'en fait, si je mets à disposition des espaces nouveaux, si dans le même temps, je n'ai pas digitalisé ou réfléchi à un processus qui va bien, en fait, je vais créer juste de la frustration. Dans mon exemple, on va se demander: «Mais comment se passe vraiment le planning de réservation?» Le pauvre président du conseil syndical va se retrouver à se prendre des demandes dans tous les sens et donc il y a comme thématique une sous-optimisation. Alors qu'on pourrait très bien avoir un calendrier partagé ou une approche et ça, pour moi, c'est très important de l'avoir assez tôt parce que ça va faire des éléments différenciants dans la productivité. Et donc le message, c'est que les nouveaux outils, l'enjeu, ça permet de gagner du temps, ça permet d'aller vraiment sur un développement de la relation client.
évitons peut-être de passer du temps sur la thématique de comment s'est passée la régule de charge des compteurs d'eau, mais peut-être de comment on peut améliorer, les problématiques d'isolation dans la copropriété. Être en capacité aussi de proposer des services complémentaires qui peuvent être les siens, mais aussi d'aller sur des prestations autour et de manière générale, se différencier. Utiliser les outils numériques pour se différencier avec une approche moderne. Mais je répète, il y a la conduite du changement. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur un métier réglementé, avec de la production comptable, avec évidemment des interlocuteurs de tout âge et donc il faut bien évidemment, pouvoir, gérer, ces éléments-là. Et juste, un des points, j'aime bien toujours faire des parallèles et de sortir du secteur. Je fais souvent un parallèle entre l'immobilier et la banque. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est 2 secteurs qui ont des similarités. C'est des secteurs essentiels, sous-entendu, dans la vie de tous les jours, existent depuis longtemps. Traditionnels, parce que souvent l'approche a assez peu évolué et avec, typologie, d'âge, on va dire, en termes de clients. Et par exemple, ce qui est très intéressant dans la banque, c'est que ça évolue, mais pendant très longtemps, il y avait un écart entre la priorité qui était mise par la banque et l'attente des clients. Et par exemple, le cas classique, c'était les clients ne veulent pas forcément passer par un conseiller pour faire une action. Donc ils voulaient être autonomes pour l'accès. Et quand on regarde d'arrêt, c'était l'écart qu'on voit sur la slide que je vous présente, il y avait un écart relativement important entre la priorité mise par la banque sur ce sujet-là et la réalité. Pareil, dans la banque, un des enjeux, des clients et de plus en plus, on le voit, c'est la transparence, l'éthique. Où va mon argent? Quelle c'est la manière dont on communique? Et aujourd'hui dans une banque, elle pense encore que c'est assez anecdotique. Et donc ce qui est très intéressant, c'est vraiment, et je le reviens, de se positionner en disant: «Quelles sont réellement, les attentes, sur mes clients?» Et le cas classique dans la banque, on le voit, c'est la dernière ligne, c'était le sujet du service client. Je pense qu'aujourd'hui, on demande à une banque: «Est-ce que vous pensez que votre service client est efficace?» Elles vont vous répondre: «Oui». Honnêtement, n'importe qui fait une demande de crédit va répondre: «Non», parce que ça reste un process long, obscur, pas fluide. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux. Il y a un parallèle assez fort, sur ces éléments-là. Et ce qui est très intéressant, parce que comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a des liens, il y a des nouveaux acteurs qui sont positionnés sur la banque, alors avec plus ou moins de succès, mais par contre, il y a des métriques assez simples pour vérifier s'ils ont apporté quelque chose. Bah, dans la banque, c'est la rapidité, notamment d'ouverture de compte et de réaliser certaines actions. Donc là, c'est un comparatif qui a été fait, il y a quelques années, depuis quelques années en Angleterre, sur combien il faut de clics pour ouvrir un compte. Et en fait, ils ont comparé des nouveaux acteurs, en particulier Revolut, avec des acteurs traditionnels. Et vous voyez que sur une action simple, avec les mêmes cadres réglementaires, hein, Revolut est une banque, hein, il y a pas de ils font pas de on divise par 4 le nombre d'actions à réaliser par un utilisateur. Et pour moi, je trouve que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Si on organise des AG physiques et qu'on s'aperçoit qu'en fait, pour la moitié de mes copropriétaires qui travaillent, l'horaire ne convient pas et qui préfèrent faire en visio, bah, pour moi, on ne se met pas à la place réellement du besoin utilisateur. Pareil sur un extranet, si on voit qu'en fait, c'est pas, très utile. Donc l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à s'adapter et c'est un facteur différenciant. Donc évidemment, ça prendra du temps, mais si aujourd'hui vous êtes dans une volonté de conquête client, vous êtes dans une volonté de démontrer que le service d'un syndic, c'est pas uniquement pour le copropriétaire de prendre le moins cher, bah, en fait, l'approche numérique va vous permettre de vous différencier pour conquérir, mais de différencier aussi pour justifier que quand on paye des honoraires, c'est pour un humain qui va travailler, mais pour aussi des outils qui facilitent, les échanges. Et je pense que en termes de conclusion un peu rapide, c'est qu'on est, sur un métier que j'aime beaucoup et qui, symbolise un peu la complexité qu'on va avoir. On va avoir la nécessité d'avoir toujours cette proximité. Le lien humain sera toujours essentiel. Il faudra rassurer. On est sur des éléments chiffrés. Par contre, de manière obligatoire avec des outils modernes ou en tout cas des processus modernes. La remontée d'incidents, ticketing, honnêtement, ça doit évoluer. C'est pas possible d'avoir une approche où, quand j'ai un dégât des eaux, personne ne comprend comment je fais et qui doit passer par le syndic, comment je contacte. Deuxième élément, la mise à disposition. Ce n'est pas possible que
l'envoi de documents de 150 pages ne puisse pas être fait quasiment de manière par défaut, manière en ligne et ce n'est pas des sujets réglementaires. Le recommandé en ligne, il a, tous les respects réglementaires et de manière globale, d'arriver à proposer des services complémentaires comme source de pérennité et pour moi, ça, c'est un danger et quand je dis service complémentaire, ça peut être du support client et donc de se différencier et de positionner sa marque en alliant proximité et efficacité opérationnelle, notamment au travers des outils. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, honnêtement pour, je plains certains syndics, c'est qu'il y a une volumétrie très importante pour arriver à un équilibre financier. Aujourd'hui, la réalité du métier de syndic, c'est que les honoraires sont relativement faibles et donc ça veut donc dire qu'il faut avoir beaucoup de copropriétaires pour arriver à être logique économiquement et donc si on veut soit grossir, soit être en capacité vraiment d'apporter de la valeur, il faut automatiser. Donc pour moi, toutes les tâches répétitives, il faut vraiment les faire pour l'automatisation et ce n'est pas parce que ça va retirer l'humain, c'est juste que ça va rendre l'humain plus intelligent dans ses tâches. Honnêtement, faire des copier-coller, regarder, pointer des choses à la main, ça n'a pas beaucoup de sens. Et mon dernier point, je me tire un peu une balle dans le pied et un peu aussi, dans celui de Rémi, c'est qu'à l'inverse, ne réfléchissez pas tout de suite à l'outil. Un outil va vous aider, mais auparavant, réfléchissez au processus et à la relation client que vous voulez mettre en place. Parce qu'en fait, ça va vous aider à bien choisir votre outil, ça va vous aider à bien le paramétrer et ça va vous aider en interne sur la conduite du changement. Qui doit l'utiliser? Pourquoi? Et ça paraît au début une perte de temps parce qu'on se dit: «Bah non, mais je dois résoudre mon problème». Ça fait gagner énormément de temps ensuite dans l'implémentation et l'utilisation. Des outils, il y a des beaux, il y a des pas beaux, des utiles, pas utiles, mais réfléchissez sur, dans mon organisation, comment je fais en sorte de gagner du temps, réellement? Est-ce que c'est par l'envoi d'emails? Est-ce que c'est par, le pré-remplissage d'informations et cetera? On arrive vers la fin de ce webinaire. On laisse toujours du temps, normalement pour les questions, si vous le souhaitez. Heu, on vous laisse évidemment, les coordonnées des différentes personnes, qui ont participé, donc Rémi et moi-même. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations. N'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce que vous avez pensé du webinaire et également pour nous proposer, des nouveaux sujets. Je vois que Marie a posé une, question complémentaire. L'augmentation de la productivité, gestion d'un plus grand nombre de copropriétés dans le but d'être suffisamment rentable, mais à quelle échelle de prix pour un outil performant? Alors, je pense que le sujet de Marie, c'est de se dire, on parle d'outils complémentaires, donc ça veut dire coût, additionnel et comment on trouve cet équilibre? Assez souvent, à moins d'avoir fait vraiment un outil pas utile et pourri, en réalité, le calcul du retour sur investissement est assez simple. Il doit faire gagner du temps et donc ce temps, bah, c'est, du temps homme qui peut être passé sur d'autres choses. Le, mmh, je n'ai pas encore eu aujourd'hui dans l'immobilier une vraie problématique sur le fait que le coût de l'outil, n'est pas justifié au regard du gain de productivité, vu le nombre de tâches manuelles. Parce qu'en fait, c'est assez simple, hein, il y en a beaucoup. Donc même un outil qui, simplifie qu'un bout du process va faire gagner du temps. Mais la manière dont on aborde pour déterminer, le plus simple, c'est, de calculer quel est le gain de temps qui est réalisé au travers de l'utilisation de l'outil, quel est le «coût horaire» entre guillemets, de la personne qui travaille dessus et ça permet tout de suite, de rentabiliser et donc l'échelle de rentabilité est souvent exprimée en quelques mois, d'utilisation, du logiciel. En quelques mois, je rentabilise, l'investissement associé, en sachant qu'ensuite, dans la plupart des logiciels, il peut y avoir 2 coûts. Il y a un coût de mise en place qu'on qualifie de setup, donc qui est un peu un investissement et ensuite un coût d'utilisation qu'on appelle aussi run ou abonnement et donc c'est bien les 2 qu'il faut arriver à équilibrer dans les éléments. Normalement, dans la plupart des outils modernes, le coût de mise en place doit être relativement réduit. Si vous avez un coût de mise en place qui est très élevé, je pense que c'est un point d'attention, pour vous, car si s'il est très élevé, ça sous-entend que donc le prestataire suppose qu'il a beaucoup de temps à passer, ce qui veut dire aussi que de votre côté, ça peut être très chronophage, dans l'installation, du logiciel. Je ne sais pas si Rémi, toi, tu avais des éléments que tu voulais apporter?
Non, non, bah, j'étais assez d'accord avec toi, hein. Après le truc c'est, hem, là aujourd'hui, le truc c'est que ça dépend beaucoup des honoraires que les gens réussissent à facturer. Ce qui est un peu injuste aujourd'hui, je trouve, sur ce marché du syndic, c'est que les honoraires qu'on est capable de facturer, au fin fond de la Provence, et à Paris, c'est, quand même ça a absolument rien à voir et donc du coup, c'est pas évident de s'équiper, des mêmes outils pour des syndics parisiens que pour des syndics, qui sont sur des marchés beaucoup moins lucratifs, quoi. Donc ça, c'est, vraiment le truc que je trouve un tout petit peu injuste. Un jour, j'avais réfléchi à essayer de faire une sorte de tarification, tu vois, indexée sur les honoraires, quoi, pour réussir à proposer l'outil malgré tout sur des marchés moins favorables, quoi. Parce que c'est ça qui est dur, quoi. C'est quand tu dis il y a des gens qui vont vendre, 120 €, 130 € du lot TTC et qu'à d'autres endroits, ça se vend 400 € du lot TTC, bah, on comprend bien qu'on s'équipe pas de la même manière, quoi, quand on a des différences de tarification comme ça, quoi. C'est un peu le sujet, l'injustice, je trouve, de ce marché-là, quoi, aujourd'hui. Ça, c'est certain. Je comprends. Marie continue en proposant posant une question sur la modularité de la plateforme et est-ce qu'on peut, faire évoluer? Alors merci Marie parce qu'elle me tend un peu une perche. Mon message que je répète souvent, c'est qu'en fait, un logiciel doit pouvoir se connecter, doit évoluer. Donc c'est-à-dire que, c'est illusoire de penser qu'un logiciel va répondre à tous les enjeux et que donc vous, en tant que client, ce qu'il faut vous arriver, c'est d'identifier quelques logiciels qui vont communiquer entre eux pour apporter justement encore cette parcours utilisateur. Donc c'est ce qu'on travaille avec Copromatic et donc si je décompose votre approche modulable, on a, avec Copromatic et de manière générale pour les 2 sociétés, cette approche-là, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de se connecter à d'autres outils. La connexion peut se passer sous une forme d'API, c'est-à-dire un peu une synchronisation en temps réel ou sinon par échange de fichiers. Et ensuite, deuxième élément, ça c'est dans une approche plutôt logicielle qui oppose, on va dire, des logiciels modernes ou plus anciens. Dans les logiciels plus anciens, vous n'aurez jamais de développement ou très minime. C'est considéré comme étant un scope fonctionnel figé sur lequel l'évolution sera assez faible. Dans une approche moderne, entre guillemets, on essaye de prendre en compte les retours utilisateurs pour justement concevoir, construire des fonctionnalités et donc de faire évoluer régulièrement la plateforme. C'est aussi pour ça qu'on est des logiciels en SaaS, c'est-à-dire en ligne, ce qui nous permet d'avoir cette flexibilité de mise à jour et de correction. Et donc d'avoir la capacité très rapidement de corriger un bug, mais également de travailler avec nos clients pour faire évoluer. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est d'aller sur de la co-conception. Pourquoi co-conception? C'est que, évidemment, nous, éditeurs de logiciels, on doit comprendre réellement le besoin et le mettre en place, mais également, et ça je réinsiste, pour l'utilisateur, ne pas percevoir son besoin comme spécifique. Honnêtement, je commence à avoir interagi avec pas mal d'acteurs de l'immobilier. Je pense que c'est très rare d'avoir un besoin spécifique. Le plus important, c'est d'interagir pour essayer d'expliciter mieux le besoin et de le mutualiser. La mutualisation, moi, j'aime beaucoup parce que ça coûte moins cher pour tout le monde et surtout, c'est maintenable. Donc aussi, un de mes messages, c'est qu'évitez, je pense, hein, d'aller sur des choses très spécifiques. Honnêtement, vous avez besoin d'un extranet copropriétaire. Faites une approche où c'est simple. Prenez pas un truc custom, hein. Tout le monde a déjà fait, hein. Enfin, on a le nombre de fois. Donc, de manière générale, l'approche de mutualisation peut être sur pas mal d'aspects, mais vraiment le message, c'est essayer de trouver des acteurs qui ont vocation à travailler avec les autres et avec une ouverture, j'allais dire d'esprit, mais une ouverture aussi de connexion entre les logiciels. Il y a Marie qui continue les questions. Non, mais merci Marie, hein, Marie demande quels sont les GTI proposés. Alors les GTI, je connaissais la version pour les véhicules automobiles. Peut-être Rémi, tu veux répondre à cette partie-là? Vas-y, tu me glisses, ce que c'est qu'un GTI? Ah, GTI, bah, alors j'aurais cru que c'était bah, Marie a précisé, mais j'aurais pensé que c'était la partie transaction immobilière. Mais à moins que je me trompe, on va voir si elle va préciser ce que c'est. Garantie de temps d'intervention? Ah! Pardon! Ah bah, vous voyez, j'avais pas ah oui, alors, oui, en approche logicielle, si votre question concerne voilà, OK, c'est parfait. Ah! Donc À on appelle l'ancienne, quoi. ça en D'accord. passant, on utilise, en contrat des notions de SLA,
service level agreement, parce qu'on aime bien utiliser les termes anglais, mais donc garantie de temps d'intervention. Et donc, je connais pas exactement celle de Rémi, mais on a normalement une approche assez similaire. L'approche qu'on a en tant qu'éditeur de logiciel, on va essayer de garantir 2 choses. On va garantir une disponibilité de la plateforme, c'est-à-dire que vous ayez accès à la plateforme la plus grande partie du temps. Donc il y a des temps de disponibilité. Les métriques peuvent être genre 99 du temps, sur lequel on est en capacité de s'engager. Et ensuite, il y a la capacité d'intervention quand vous avez un problème. Ce temps d'intervention va dépendre de la catégorisation du problème. Genre: «Je peux rien faire, c'est la merde. Bon, c'est un peu chiant. Ah, bon, c'est esthétique». Et au sein du BLO, on a des garanties d'intervention avec une réponse dans les 2 heures et une résolution dans la journée pour les points bloquants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bosser. Sinon, c'est dans les 3 jours quand c'est non bloquant, et quand c'est esthétique, c'est dans la semaine en termes de temps de retour. Et dans les points bloquants, donc vous ne pouvez pas travailler. Si on ne respecte pas, on a une pénalité sur le temps dépassé lié à notre intervention. Donc ça, c'est des points sur lesquels on a l'habitude de s'engager, contractuellement. Et point complémentaire, que ce soit au travers de Copromatic ou du boulot, je pense qu'on considère que l'utilisateur est clé, et donc vous avez souvent un interlocuteur, c'est-à-dire que vous pouvez appeler également pour compléter, qui se complète également par email. Donc l'idée aussi, c'est de faire en sorte que, en dehors de notre engagement contractuel, vous vous sentez assez, libre pour, dans la capacité de remonter votre problématique, exactement comme ce que j'ai dit pour les dégâts des eaux. Et pour terminer aussi sur cet élément-là, on a mis avec Hublot une plateforme qu'on a appelée très pompeusement Hublot Université, qui est en fait une plateforme de tutoriel qui permet aussi à vous de vous sentir, autonome si vous avez des interrogations sur l'utilisation de certaines fonctionnalités. Ça ne remplace pas évidemment le contact humain, mais ça peut permettre, notamment quand vous avez un nouveau collaborateur et que vous lui dites: «Ah, est-ce que tu peux faire ça?» Bah, s'il ne se sent pas à l'aise, tout de suite de prendre rendez-vous avec un être humain, il est à l'aise pour regarder les informations. Évidemment, c'est une plateforme avec des vidéos et une approche qui est, le tuto un peu plus interactif que simplement la description, écrite de ce qu'on réalise. Alors, on va répondre de côté Hublot, notre plus gros client, et va être un centre commercial, va être une foncière, privée qui gère l'ensemble des centres commerciaux de Carrefour en France. Et donc on est sur une volumétrie de 3 millions de mètres carrés. Et en nombre de copros, c'est des centres commerciaux, mais je crois qu'ils en ont 235 peut-être, en termes de volumétrie. Et Rémi, je ne sais plus toi, de ton côté, peut-être en dehors de ce sujet-là, tu as Nous, c'est, 600 en copropriété, je crois, c'est comme ça. OK. Donc on varie, et c'est vrai qu'il y a un message, j'ai oublié de le préciser. Heu, Quand on parle de copropriété, on peut aussi bien parler de cabinets, donc syndics liés à du résidentiel, mais vous avez parfois des enjeux sur des institutionnels, voilà, tertiaires, également, sur lequel aujourd'hui j'ai pas mal de demandes où en fait des gens se retrouvent en copropriété, par, je vais dire concours de circonstances, mais par ricochet, et sur lequel il y a des enjeux. Notamment au sein du BLO, on accompagne beaucoup de bailleurs sociaux sur des thématiques évidemment de gestion locative, mais également sur leurs thématiques de copropriété, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de bailleurs sociaux mettent en place notamment l'accession à la propriété, et donc vendent une partie de leur parc, et donc bah, se retrouvent sur leur immeuble en copropriété et doivent réaliser cette activité-là. Donc on gère des assez gros volumes, et Rémi a aussi un bon retour d'expérience sur la performance justement d'envoi de mailers, enfin la capacité à gérer, que ce soit en envoi d'informations ou de visualisation dans la plateforme, des volumes assez grands d'informations. On attend encore, quelques instants. Bah, je crois que c'est bon pour Marie. Bah, je souhaitais remercier Rémi, vraiment d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui et d'avoir fait la présentation. Merci beaucoup à Marie pour les questions. Et merci vraiment pour les avoir posées, parce que c'est toujours agréable d'avoir les éléments. Et comme je vous ai dit, vraiment, vous pouvez nous contacter si, vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter si vous avez des idées de webinars, et de manière récurrente, on va essayer de continuer d'organiser ces événements en ligne. Donc, n'hésitez pas. Et mon message, hein, vraiment, utilisez les outils dans une logique de processus client pour vous démarquer,
et faire en sorte que l'expérience copropriétaire gestionnaire soit au top. Et je vous souhaite à tous un très bon déjeuner, sauf si vous étiez dans une autre zone horaire C'est ça. et un très bon jour, Bon et vous appétit. allez et pour, Marie, oui, on va vous faire parvenir, aux participants, le support, ainsi que le lien pour le replay, si vous voulez revoir, nos magnifiques, échanges. Merci à vous, très bonne journée et puis à Bonne très journée. bientôt. Au revoir. Merci, à revoir.